Mesdames et messieurs, comment expliquer ce qui va suivre? Un seul message, posté sur les réseaux sociaux par un lycéen issu du 1% des écoles internationales les plus prestigieuses de France après un voyage scolaire d'une semaine aux États-Unis, secoue actuellement toute la haute société. Les États-Unis ont au moins 50 ans d'avance sur la France. Tout ce dont nous étions fiers m'est apparu soudainement honteux. Cette simple phrase a provoqué un véritable séisme dans l'élite française. Le père de ce jeune homme est le PDG de l'un des plus grands conglomérats de luxe français. La famille emploie 3 chauffeurs. C'était un privilégié qui avait vécu comme un prince dans une somptueuse résidence de Neuilly-sur-Seine. Comment cet adolescent, qui n'avait Dieu que pour l'Europe et les États-Unis, et qui méprisait une grande partie du reste du monde, a-t-il pu subir un tel choc seulement 5 minutes après son arrivée à l'aéroport JFK? Il y avait une file de 300 personnes, mais pas un seul policier pour crier des ordres. Je ne voyais presque aucune caméra de surveillance. C'était une scène inimaginable en France, a-t-il avoué. Que s'est-il donc passé durant ce voyage de 7 jours? Quelle est cette réalité américaine qu'il a découverte et qui a complètement bouleversé les 18 années de sa vie de privilégié? Voici son témoignage bouleversant. Bonjour, je m'appelle Louis de Valois, j'habite à Neuilly-sur-Seine, près de Paris. J'ai 18 ans et je suis en terminale à l'École internationale de Saint-Germain. Avant de commencer mon récit, je dois préciser une chose. Je suis né dans une famille qui appartient à la classe la plus privilégiée de France. Mon père est le dirigeant d'un groupe qui possède plusieurs grandes maisons de luxe. Ma mère est issue d'une famille de la vieille aristocratie française et est une figure bien connue du tout Paris. Notre maison est un hôtel particulier de 2 étages avec un grand jardin, situé dans le quartier le plus aisé de Neuilly. Nous employons 2 jardiniers, 3 femmes de ménage et 2 chauffeurs. Depuis ma naissance, je n'avais jamais pris les transports en commun. Que ce soit pour aller à l'école, chez des amis ou même au supermarché du coin, c'est notre chauffeur, Jean-Pierre, qui me conduisait partout. L'École internationale de Saint-Germain est un établissement où seuls les enfants du 1% des familles les plus riches de France sont scolarisés. Chaque promotion compte moins de 20 élèves et la plupart se préparent à intégrer de prestigieuses universités en Europe ou aux États-Unis. Les cours sont dispensés en anglais et plus de la moitié de nos professeurs sont des étrangers, principalement britanniques ou américains. L'ambiance de l'école était résolument occidentale. L'idée que la culture européenne était supérieure et que l'Amérique, bien que puissante, manquait de raffinement, était considérée comme une évidence. Nous n'apprenions que très peu de choses sur les autres cultures. En histoire, la Chine et le Japon n'étaient mentionnés que brièvement. Pour mes amis, l'Asie était simplement un lieu de fabrication de produits bon marché. Mon ami Pierre avait même honte que la télévision de sa famille soit d'une marque japonaise. Il pensait que seuls les produits allemands ou américains haut de gamme avaient de la valeur. Notre objectif à tous était d'intégrer une université d'élite en Europe ou aux États-Unis après le baccalauréat. Aller à Madrid, Londres ou New York était la norme. C'est pourquoi, en novembre dernier, lorsque l'école a annoncé un voyage d'études aux États-Unis, toute la classe a été déconcertée. Pourquoi les États-Unis? C'est plaignant mes camarades. Notre professeur principal a expliqué « Les États-Unis sont une nation qui a accompli des progrès technologiques et culturels spectaculaires, atteignant un niveau mondial dans de nombreux domaines. Vous devez sortir de votre perspective franco-centrée et voir le monde plus largement. » Mais les élèves, et moi y compris, restions sceptiques. Quand j'ai annoncé la nouvelle à mon père, il a eu un petit rire méprisant. Il ne semblait même pas savoir exactement où se trouvaient certaines villes, hormis New York ou Los Angeles. Pour lui, c'était le pays de la consommation de masse, des entreprises comme Apple ou Google. Il m'a tout de même dit d'y aller pour élargir mon horizon, mais sa voix trahissait un manque total d'enthousiasme. Une semaine avant le départ, je me suis réuni avec mes amis pour préparer le voyage. Pierre nous a montré des photos de New York trouvées sur Internet. Une forêt de gratte-ciel. Quelqu'un a dit « Finalement, ça ne doit pas être si différent de la Défense ». Tout le monde a acquiescé. C'est alors qu'Isabelle, la fille de la famille la plus riche de notre classe,
a ajouté que l'entreprise de son père avait fait affaire avec une société américaine et que les Américains étaient des robots obsédés par le travail. Selon elle, ils n'avaient aucune notion de l'art de vivre du raffinement et ne pensaient qu'à gagner de l'argent. Nous avons ri, en parfait accord. Nous pensions que leur vie était à l'opposé de l'élégance de la haute société française. Je dois avouer que, jusqu'alors, je considérais mes privilèges comme naturels. Chaque matin, le petit déjeuner préparé par notre gouvernante, Maria, m'attendait sur la table. Je n'avais jamais fait mon cartable moi-même. Mes vêtements étaient choisis et rangés dans mon dressing, mes chaussures toujours impeccablement cirées. Je n'avais qu'à me soucier de mes études, et même cela sans trop d'efforts. Après tout, le nom et les relations de mon père m'ouvriraient les portes des meilleures universités. En voiture, en traversant Paris, je voyais par la fenêtre les gens coincés dans les embouteillages. Des gens entassés dans de vieux bus, des livreurs risquant leur vie en scooter, des vendeurs à la sauvette sur les trottoirs. Je regardais ces scènes sans la moindre émotion. C'était leur vie, et ceci était la mienne. La veille du départ, ma mère est entrée dans ma chambre pendant que je faisais ma valise. Elle m'a dit « Ce n'est pas une mauvaise chose d'aller dans un pays comme les États-Unis. Tu verras combien de gens vivent dans des conditions moins raffinées que les nôtres. » Ces paroles sous-entendaient que les États-Unis étaient un pays culturellement inférieur à la France. J'ai accepté cette idée sans la remettre en question. Dans la voiture qui me menait à l'aéroport, je regardais par la fenêtre en pensant « Dans une semaine, je serai de retour dans cette vie confortable. Les États-Unis ne seront qu'une simple parenthèse. » J'étais loin d'imaginer que cette semaine allait bouleverser toute mon existence. L'avion a décollé de l'aéroport Charles de Gaulle. Après un vol de 8 heures, nous sommes arrivés à l'aéroport JFK de New York vers 6 heures, heure locale. En sortant de l'avion et en me dirigeant vers le hall d'immigration, j'étais toujours aussi indifférent. Je ne pensais qu'à une chose, arriver vite à l'hôtel pour me reposer. Mais en arrivant devant le contrôle des passeports, je me suis arrêté net. Je n'en croyais pas mes yeux. Une file d'attente de plus de 300 personnes s'étendait devant moi. Il y avait des gens du monde entier, des Chinois, des Japonais, des Européens, des Sud-Américains. Mais ce qui était stupéfiant, c'est que cette foule immense respectait un ordre parfait. Les gens se tenaient sagement sur 2 longues lignes, en gardant une distance respectable avec la personne de devant. Personne ne haussait la voix. Même les parents avec des enfants en bas âge attendaient patiemment en calmant leurs petits. Ceux qui tiraient des valises faisaient attention à ne pas gêner les autres. J'ai cherché des yeux la police. À Roissy, dans une telle situation, il y aurait au moins 4 ou 5 policiers pour canaliser la foule et maintenir l'ordre. Mais ici, malgré mes recherches, je ne voyais aucun uniforme. Seuls quelques employés de l'aéroport se tenaient derrière les guichets. Plus surprenant encore, il n'y avait presque pas de caméras de surveillance visibles. À Paris, les aéroports sont truffés de dômes noirs au plafond et sur les murs pour surveiller et contrôler. Ici, c'était différent. Les seules caméras que je distinguais étaient 2 ou 3 petits appareils discrets, très hauts sur le plafond. À côté de moi, Pierre m'a donné un léger coup de coude. C'est bizarre, non? Comment peuvent-ils être aussi calmes avec autant de monde? Je pensais la même chose. À Paris, une telle foule serait synonyme de brouhaha, de gens essayant de resquiller, de disputes et de policiers criant dans des sifflets. La file a commencé à avancer lentement. Nous avons suivi le mouvement. Soudain, un homme âgé devant nous a accidentellement fait rouler sa valise sur le pied d'une femme. Je me suis tendu, m'attendant à une altercation. À Paris, la personne bousculée aurait probablement crié ou insulté l'autre. Mais à ma grande surprise, la femme a simplement fait un geste de la main pour dire que ce n'était rien, et l'homme s'est incliné poliment en s'excusant. C'était tout, pas de drame. 30 minutes plus tard, ce fut mon tour. L'agent d'immigration, une jeune femme, a examiné mon passeport avec une attitude professionnelle, mais pas froide. Elle m'a demandé le but de ma visite, la durée de mon séjour, puis a tamponné mon passeport. Le tout a pris moins d'1 minute. C'était rapide, mais pas mécanique, distant, mais pas impoli. Nous avons traversé le hall d'immigration pour rejoindre la zone de récupération des bagages.
Des dizaines de personnes attendaient déjà autour du tapis roulant. Là encore, les gens étaient calmes et ordonnés. Ils attendaient patiemment leur valise et dès qu'elle apparaissait, la prenaient rapidement et s'écartaient pour ne pas gêner les autres. Quand quelqu'un peinait à soulever une lourde valise, un voisin lui venait naturellement en aide. J'étais déconcerté en observant tout cela. Comment un tel ordre était-il possible sans surveillance ni contrainte apparente? En France, c'était inimaginable. Que ce soit à l'aéroport, dans un centre commercial ou une banque, la présence de gardes et de policiers était indispensable pour contrôler la foule et prévenir la criminalité. Les caméras de surveillance étaient partout, et malgré cela, les resquilleurs et le chaos étaient monnaie courante. En sortant de l'aéroport, nous nous sommes dirigés vers l'arrêt de bus. Notre guide nous a dit que nous prendrions une navette pour l'hôtel. Une vingtaine de personnes faisaient déjà la queue. Nous nous sommes placés à la fin. Quelques minutes plus tard, le bus est arrivé. Lorsque les portes se sont ouvertes, une autre scène surprenante s'est produite. Personne à l'extérieur n'a tenté de monter avant que tous les passagers à l'intérieur ne soient descendus. Spontanément, les gens qui attendaient se sont écartés pour créer un passage. Ce n'est qu'une fois la dernière personne descendue que ceux qui attendaient sont montés un par un dans l'ordre de la file, sans se pousser, sans se presser. Dans le bus, je regardais par la fenêtre. Le soleil se couchait et les lumières des bâtiments autour de l'aéroport commençaient à s'allumer. Des rues propres et bien organisées, des voitures circulant de manière fluide, des piétons traversant au passage clouté. Tout semblait si calme et paisible. Pierre a murmuré à côté de moi « C'est étrange, on se croirait dans un film ». Je ressentais la même chose. C'était si ordonné que cela en devenait presque irréel. Mais en même temps, une pensée m'a traversé l'esprit. Était-ce vraiment un monde de film? Ou était-ce là le fonctionnement normal d'une société et le nôtre qui était anormal? Cette nuit-là, allongé dans ma chambre d'hôtel, les images de l'aéroport n'arrêtaient pas de tourner dans ma tête. Plus de 300 personnes respectant l'ordre sans la présence de la police. Des gens faisant preuve de considération et de courtoisie les uns envers les autres, une efficacité calme dans chaque processus. Ce jour-là, j'ai compris pour la première fois ce qu'était un pays véritablement avancé. Ce n'est pas un endroit où l'ordre est imposé par une multitude de policiers et de caméras, mais un lieu où les citoyens créent eux-mêmes cet ordre. Le lendemain matin, le programme était une visite de New York. Notre guide a annoncé que nous nous déplacerions en métro. J'étais intérieurement agacé. En France, les gens de notre rang ne prenaient jamais le métro. Pourquoi prendre les transports en commun quand on a un chauffeur? Mais le professeur a insisté sur l'importance de découvrir le quotidien des New-Yorkais. Il fallait 10 minutes à pied pour rejoindre la station la plus proche. Il était environ 8 heures du matin et les rues étaient animées par des gens se rendant au travail. Des employés en costume, des étudiants, des personnes âgées en tenue de sport, une foule variée. Mais ce qui était étrange, c'est que malgré la densité, personne ne se bousculait. Sur le trottoir étroit, les gens marchaient naturellement sur le côté droit. Ceux qui venaient en sens inverse marchaient à gauche. L'ordre se maintenait comme si une ligne invisible était tracée. Les plus pressés marchaient vite, les plus lents se mettaient sur le côté. Sans que personne ne donne d'instructions, tout le monde respectait cette règle tacite. En arrivant à l'entrée du métro, j'ai été stupéfait. Pas un seul agent de sécurité ou policier. Dans le métro parisien, il y a des agents à chaque entrée, des portiques à franchir et parfois même des contrôles de sécurité. Ici, on entrait librement. En descendant les escaliers, là encore, les gens se tenaient à droite. Ceux qui montaient utilisaient le côté gauche. Il y avait un escalator et j'y ai observé une scène encore plus surprenante. Tout le monde se tenait sur la droite, laissant le côté gauche libre. Je n'ai pas compris tout de suite, mais j'ai vite saisi la raison. C'était pour permettre aux personnes pressées de monter rapidement. Nous avons passé les tourniquets et sommes descendus sur le quai. Une vingtaine de personnes attendaient déjà. Elles étaient alignées en 2 files le long d'une ligne tracée au sol, correspondant précisément à l'emplacement des portes du métro. Personne ne dépassait cette ligne. Peu après, le métro est arrivé. Quand les portes se sont ouvertes, les passagers sont sortis.
Ceux qui attendaient sur le quai se sont écartés pour leur laisser le passage. Personne n'a tenté de monter avant que le dernier passager ne soit descendu. Ce n'est qu'ensuite qu'ils sont montés dans l'ordre. J'ai observé la scène, bouche bée. C'était impensable dans le métro parisien. À Paris, à l'ouverture des portes, ceux qui sortent et ceux qui entrent se bousculent en même temps. Les insultes fusent et parfois même les coups. Les agents ont beau siffler et crier, rien n'y fait. À l'intérieur du wagon, c'était bondé en raison de l'heure de pointe, mais les gens restaient disciplinés. Ils se déplaçaient vers le fond pour ne pas bloquer les portes et se faisaient de la place pour que chacun puisse tenir une barre. Ceux qui portaient des sacs à dos les tenaient devant eux pour ne pas heurter les autres. À un arrêt, un homme âgé est monté. C'était un grand-père aux cheveux blancs, s'appuyant sur une canne. Aussitôt, un jeune homme assis s'est levé pour lui céder sa place. Le vieil homme a dit « Thank you » en inclinant la tête, et le jeune homme a répondu avec un sourire. Cette scène m'a touché. Je n'avais jamais rien vu de tel à Paris. Dans les bus parisiens, rares sont ceux qui cèdent leur place à une personne âgée. La plupart font semblant de ne pas les voir ou de dormir. Et même quand quelqu'un cède sa place, c'est souvent à contre-cœur et cela se voit. Mais ici, c'était naturel. Cela semblait être la chose normale à faire. Pendant plusieurs stations, j'ai observé les gens autour de moi. Beaucoup regardaient leur smartphone, mais le son était coupé ou ils utilisaient des écouteurs. Ceux qui répondaient au téléphone parlaient à voix basse et rapidement. Même les étudiants qui discutaient entre eux le faisaient en chuchotant. Une femme est montée avec un café. Le métro a freiné brusquement et elle en a renversé un peu par terre. Paniquée, elle a immédiatement sorti un mouchoir de son sac pour essuyer. Les gens autour lui ont souri pour lui dire que ce n'était pas grave. La femme s'est excusée une nouvelle fois en inclinant la tête. À ce moment, j'ai compris. Ces gens étaient sincèrement désolés de déranger les autres. Ils ne se contentaient pas de suivre des règles. Ils faisaient preuve d'une véritable considération pour autrui. C'était ancré en eux. Ils n'agissaient pas par contrainte, mais par eux-mêmes. Nous sommes arrivés à notre station. Les portes se sont ouvertes et les gens sont descendus. Là encore, les sortants d'abord, les entrants ensuite. Nous sommes sortis et nous sommes dirigés vers la sortie. En montant l'escalator, tout le monde se tenait à droite, laissant la gauche libre. En chemin, j'ai vu un panneau indiquant les toilettes. Le guide nous a suggéré d'y faire un tour. En entrant dans les toilettes, j'ai eu un nouveau choc. Pour des toilettes de station de métro, c'était incroyablement propre. Pas une goutte d'eau par terre, du papier toilette disponible partout et presque aucune odeur. Les toilettes publiques à Paris sont souvent dans un état déplorable, sales, malodorantes et sans papier. C'est pourquoi les gens de notre milieu ne les utilisent jamais. Mais ici, c'était différent. Les toilettes de la station étaient aussi propres que celles d'un hôtel. En marchant dans la rue, je me suis demandé comment tout cela est-il possible. J'avais entendu dire qu'il n'y avait pas beaucoup de police, peu de caméras, et que les amendes n'étaient pas si lourdes. Comment pouvaient-ils être si disciplinés? C'est alors que j'ai compris. Cette société ne tenait pas par le contrôle, mais par la confiance. C'était possible parce que les gens se faisaient confiance et se respectaient mutuellement. Le troisième jour, dans l'après-midi, nous avons visité un campus universitaire à la pointe de la technologie. Le guide nous a expliqué que c'était l'un des premiers quartiers intelligents du monde où toute la ville était connectée. Je n'étais pas particulièrement impressionné au début. En France aussi, on parle beaucoup de Smart City. Mais en arrivant, mon opinion a changé. La première chose qui m'a frappé, c'est la circulation. Les voitures roulaient de manière fluide, avec très peu d'attente au feu. Le guide nous a expliqué qu'une intelligence artificielle analysait le trafic en temps réel et ajustait automatiquement la durée des feux. Les voies les plus fréquentées avaient un feu vert plus long et inversement. J'ai pensé aux embouteillages de Paris. Les feux sont fixes, ce qui oblige à attendre même quand il n'y a personne. C'est pourquoi c'est toujours bloqué quelque part, et les klaxons résonnent sans cesse. Notre chauffeur, Jean-Pierre, se plaignait souvent de mettre 1 heure pour faire 10 kilomètres, mais ici, c'était différent. Les voitures avançaient sans interruption et on n'entendait presque pas de klaxons. Nous sommes entrés dans un parc. Une vaste pelouse s'étendait, parsemée de bancs, mais ce n'étaient pas des bancs ordinaires. En m'approchant,
J'ai vu que des panneaux solaires étaient intégrés dans les accoudoirs avec des ports pour recharger les téléphones. On pouvait se reposer tout en chargeant son portable. Plus surprenant encore, à côté de chaque banc se trouvait un petit écran affichant en temps réel la température, l'humidité, la concentration de particules fines et l'indice UV. Plus besoin de sortir son smartphone pour consulter la météo, toutes les informations étaient là, sous nos yeux. Les lampadaires aussi étaient spéciaux. Une petite boîte était fixée à mi-hauteur. Le guide nous a expliqué qu'il s'agissait de capteurs de qualité de l'air. Ces capteurs, installés sur tous les lampadaires de la ville, mesuraient en continu la qualité de l'air et envoyaient les données à la municipalité. Si la pollution augmentait dans un quartier, la cause pouvait être identifiée et traitée immédiatement. En marchant, j'ai vu une poubelle, d'apparence normale, mais avec un petit panneau solaire sur le dessus. Le guide nous a expliqué que des capteurs internes détectaient le niveau de remplissage. Quand elle était pleine à 80%, elle envoyait automatiquement un signal au service de nettoyage pour qu'ils viennent la vider. J'étais admiratif. À Paris, les poubelles débordent souvent pendant des jours. Mais ici, les poubelles signalaient elles-mêmes quand elles devaient être vidées, garantissant une propreté constante. Les bâtiments étaient également impressionnants. Beaucoup de gratte-ciel avaient des murs recouverts de végétation. C'étaient des jardins verticaux qui purifiaient l'air et régulaient la température des bâtiments. C'était beau et en plus fonctionnel. Nous avons eu l'occasion d'entrer dans le hall d'un immeuble. Sur un grand écran, la consommation d'énergie du bâtiment était affichée en temps réel. Électricité, eau, chauffage, climatisation. Le guide nous a expliqué que tous les bâtiments du quartier étaient certifiés écologiques et conçus pour une efficacité énergétique maximale. L'eau de pluie était collectée et réutilisée, et l'énergie solaire et géothermique était exploitée. Une ville conçue pour ne presque rien gaspiller. En marchant avec Pierre, je lui ai dit « La technologie, la France pourrait aussi l'importer. Le problème, c'est comment on l'utilise. » J'étais d'accord avec lui. L'IA, les capteurs, les panneaux solaires, on peut les acheter avec de l'argent, mais l'important, c'est le but pour lequel on les utilise. En France, les caméras et les capteurs sont nombreux, mais ils servent principalement à surveiller et contrôler les gens. Mais la technologie que j'ai vue ici était différente. Elle était utilisée pour le confort des gens, pour améliorer leur qualité de vie, pour protéger l'environnement. Devant un café, un petit robot se tenait à l'entrée. C'était un robot livreur. Intrigué, je suis entré. Les clients commandaient sur une tablette, la cuisine préparait la boisson et le robot la livrait à la table. J'ai observé le robot se déplacer avec précaution entre les gens pour atteindre sa destination. Une fois arrivé, il émettait un petit son, le client prenait sa boisson et le robot retournait en cuisine. C'était à la fois mignon et efficace. Pierre a dit, inquiet, « Avec des robots comme ça, les gens ne vont-ils pas perdre leur travail ?» Un étudiant américain assis à la table d'à côté a entendu notre conversation et nous a expliqué en français que si les robots s'occupaient des tâches répétitives, les humains pourraient se consacrer à des travaux plus créatifs. En sortant du café, nous avons attendu à un passage piéton. Sur le poteau du feu, il y avait un bouton avec un dessin de fauteuil roulant. Appuyé dessus, prolongeait la durée du feu vert pour les piétons, permettant aux personnes à mobilité réduite de traverser en toute sécurité. Le trottoir d'en face était équipé de bandes podotactiles pour les malvoyants. Il y avait aussi des signaux sonores pour indiquer le changement de feu. À cet instant, j'ai réalisé. Un pays véritablement avancé, ce n'est pas celui qui a les plus hauts buildings ou les plus larges avenues, mais celui qui prend soin des plus faibles. En France, il est presque impossible pour une personne handicapée de se déplacer seule en ville. Mais ici, toutes les infrastructures étaient conçues pour tout le monde. Le soir, en rentrant en bus, Pierre a dit « Quand on voit ça, on se rend compte à quel point Paris est en retard. » J'ai honte, je ressentais la même chose. La France est un pays riche en ressources et en histoire. Mais nous n'exploitons pas ce potentiel. Au lieu d'investir dans la technologie pour tous, nous nous contentons de maintenir une élite riche et de creuser le fossé entre les classes sociales.
Le quatrième jour, nous avons visité un lieu symbolisant la fierté américaine, le mémorial du 11 septembre. Honnêtement, je ne m'attendais pas à grand-chose. La France a le Louvre, Versailles. Que pouvait bien avoir d'impressionnant un monument moderne? Mais en arrivant sur place, j'ai changé d'avis. L'atmosphère était empreinte d'un profond respect. Des milliers de touristes du monde entier étaient présents, mais la plupart se déplaçaient en silence. Ils prenaient des photos avec discrétion. Les enfants ne couraient pas, mais tenaient la main de leurs parents. Ce qui m'a le plus marqué, c'est de voir des gens de toutes origines, de toutes couleurs, unis dans un même sentiment de recueillement et de patriotisme. Leurs expressions étaient graves, mais fières. Ils n'étaient pas vêtus de marques de luxe, mais de vêtements simples. Pourtant, une dignité émanait de leur attitude. Ils se respectaient mutuellement, parlaient à voix basse. Quand une personne âgée passait, on lui cédait naturellement le passage. C'étaient de petits gestes, mais ils m'ont profondément touché. À Paris, les riches ignorent souvent les pauvres. Mais ici, c'était différent. Ce jour-là, j'ai compris. Le véritable prestige ne vient pas de la richesse matérielle, mais de la noblesse de caractère. Peu importe le prix de vos vêtements, si vous méprisez les autres, vous n'avez aucune classe. Et peu importe la simplicité de votre tenue, si vous respectez les autres, vous avez une véritable dignité. Cette nuit-là, allongé dans mon lit, j'ai eu honte. J'ai réalisé à quel point j'avais été arrogant. Le 5e jour, nous avons visité un lycée américain. J'étais un peu nerveux. En arrivant, les élèves nous ont accueillis chaleureusement. La première chose qui m'a surpris dans la salle de classe, c'est la disposition des tables. Elles n'étaient pas alignées face au tableau, mais regroupées par 4 pour favoriser le travail en équipe. Le cours de mathématiques a commencé. Le professeur a posé un problème et a demandé aux élèves comment le résoudre. Un élève s'est levé et a proposé une solution qui s'est avérée fausse. Mais le professeur ne l'a pas réprimandé. Au contraire, il l'a félicité pour son essai et a demandé à la classe d'autres approches. Personne ne s'est moqué de l'élève. J'étais stupéfait. C'était un cours qui valorisait la créativité et la prise de risque. En France, on nous apprend qu'il n'y a qu'une seule bonne méthode, celle du professeur. Ensuite, le professeur a donné un problème plus difficile et a demandé aux élèves de le résoudre en groupe. Ils se sont mis à discuter, à échanger des idées, à chercher la solution ensemble. J'ai observé un groupe de près. Un élève doué expliquait patiemment à un autre qui avait des difficultés. Finalement, ils ont trouvé la réponse, tous ensemble, et se sont félicités. C'était une scène inimaginable dans mon lycée, où la compétition est reine et où les amis sont avant tout des rivaux. Pendant la pause, un élève américain est venu me parler. Il m'a demandé comment était l'école en France. Je lui ai répondu honnêtement que la compétition était féroce. Il a été surpris et m'a expliqué que dans sa classe, l'objectif était que tout le monde réussisse. Les meilleurs aidaient les moins bons. Je lui ai demandé si ce n'était pas une perte de temps pour les meilleurs. Il a secoué la tête et m'a dit « Au contraire, en expliquant, on comprend encore mieux. » Et surtout, l'important, c'est de progresser ensemble. Le midi, à la cantine, les élèves faisaient la queue dans le calme. Après le repas, ils débarrassaient eux-mêmes leur plateau en triant soigneusement les déchets. Tout le monde le faisait spontanément. L'après-midi, nous avons observé les activités du club. Dans la salle de débat, les élèves discutaient avec passion de l'éthique de l'intelligence artificielle. Ce qui m'a frappé, c'est qu'ils ne s'attaquaient pas personnellement. Même en désaccord, ils respectaient l'opinion de l'autre. Puis ce fut l'heure du nettoyage. Les élèves nettoyaient eux-mêmes leur salle de classe, les couloirs et les toilettes. Pierre m'a chuchoté « C'est absurde, on les traite comme des agents d'entretien. » Mais je voyais les choses différemment. Ce n'était pas du nettoyage, c'était de l'éducation. Apprendre à prendre soin de l'espace que l'on utilise. Développer le sens des responsabilités. Sur le chemin du retour, je me suis posé une question. Qu'est-ce que l'éducation? Est-ce simplement l'accumulation de connaissances ou est-ce la formation du caractère? En France, on met l'accent sur la première option. Mais aux États-Unis, on semblait valoriser la seconde, la coopération, le respect, la responsabilité. Laquelle de ces deux approches était la plus avancée? La réponse me semblait maintenant évidente. De retour en France, mes parents m'attendaient à l'aéroport.
Mon père m'a demandé comment s'était passé le voyage. J'ai répondu brièvement, c'était bien. J'avais tant de choses à dire, mais c'était trop complexe à expliquer en voiture. Le lendemain, à l'école, mes amis m'ont demandé comment était le voyage. Pierre a répondu avant moi. Bof, c'était pas si terrible, j'étais stupéfait. Il avait vu et ressenti les mêmes choses que moi. Pourquoi mentait-il? Plus tard, je lui ai demandé. Gêné, il m'a répondu. Si je dis la vérité, les autres vont me prendre pour un fou. Il vaut mieux ne rien dire. Mais ici, une semaine plus tard, nous devions présenter notre voyage. La plupart des groupes ont fait un exposé superficiel. Mon tour est arrivé. Je suis monté à la tribune et j'ai commencé. J'ai parlé de l'ordre à l'aéroport JFK, du respect dans le métro, de la technologie au service des citoyens. Et j'ai eu le courage de dire ma conclusion. Un pays véritablement avancé n'est pas celui qui a les plus hauts bâtiments, mais celui qui a le plus haut niveau de civisme. Un pays où la technologie sert les gens, pas l'inverse. Un pays où l'on se respecte mutuellement. Et je dois l'avouer, les États-Unis ont au moins 50 ans d'avance sur la France. Tout ce dont nous étions fiers m'est apparu honteux. C'est à nous, les privilégiés, de changer les premiers. Un silence glacial a envahi la salle. Puis, j'ai entendu des ricanements. Isabelle s'est levée, furieuse. « Louis, tu es devenu fou? Tu dénigres la France après une semaine de voyage? Tu as oublié notre civilisation, notre histoire ?» D'autres élèves ont enchaîné. « Il est complètement américanisé. Traître !» J'ai essayé de me défendre, mais personne ne m'écoutait. J'ai dû quitter la tribune. Ce jour-là, ma vie à l'école est devenue un enfer. Mes amis m'évitaient. Mon père m'a convoqué dans son bureau. « Ne fais pas de vagues, contente-toi d'étudier, joue. » Mais je ne pouvais pas abandonner. Ce que j'avais vu aux États-Unis était trop réel. J'ai donc décidé de commencer par de petites choses. J'ai commencé à faire la queue à la cantine, à nettoyer ma place, à ramasser les papiers qui traînaient. Au début, on se moquait de moi, mais j'ai persisté. 2 semaines plus tard, un élève, José, est venu me voir. « Je t'observe, Louis. Je crois que tu as raison. » À partir de ce jour, José s'est joint à moi. 1 mois plus tard, nous étions 3, puis 5. Lentement, très lentement, les choses ont commencé à changer. Les bousculades à la cantine ont diminué. Les couloirs sont devenus plus propres. 3 mois plus tard, le proviseur a organisé une assemblée spéciale. Il a parlé des changements positifs dans notre classe et a encouragé les autres à suivre notre exemple. Après l'assemblée, de nombreux élèves d'autres classes sont venus me voir pour me demander des conseils. Un soir, mon père m'a appelé. Il avait entendu parler des changements à l'école. Pour la première fois, il m'a souri. Au début, j'étais inquiet, mais je vois que c'était pour le mieux. Je suis fier de toi, mon fils. Le jour de la remise des diplômes, j'ai eu l'honneur de prononcer le discours de fin d'année. J'ai raconté mon voyage, les difficultés à mon retour et les petits changements que nous avions accomplis ensemble. J'ai souligné que l'important n'était pas la hauteur des bâtiments, mais la hauteur du civisme. J'ai annoncé ma décision d'étudier les sciences de l'éducation pour devenir professeur et enseigner aux futures générations les valeurs de coopération, de respect et de responsabilité. Mon discours a été accueilli par un tonnerre d'applaudissements. En sortant de l'école, j'ai revu les photos de mon voyage aux États-Unis. La file d'attente à JFK, les gens cédant leur place, les bancs intelligents, les élèves travaillant en équipe. J'ai fait le serment que ces photos ne resteraient pas de simples souvenirs. Je réaliserai en France ce que j'avais vu là, bas. Ayant vécu comme un privilégié, j'étais arrogant. Je pensais que l'argent et le statut étaient tout. Mais une semaine aux États-Unis m'a appris que la vraie valeur vient du cœur, pas des biens matériels. Le vrai progrès vient du civisme, pas de la hauteur des bâtiments. Aujourd'hui, je commence un nouveau voyage. Ce sera long et difficile, mais je ne suis plus seul. Un jour, la France pourra aussi devenir un pays où les gens se font confiance, où la technologie sert l'humain, où l'éducation enseigne la coopération et où le caractère est plus important que la matière. C'est désormais le but de ma vie. Le plus grand cadeau que les États-Unis m'aient fait, c'est l'espoir. Est-ce